Et on parle beaucoup de changement, de monde de demain, de monde plus durable, de nécessité de bouger, de la transition écologique, économique, sociale. C'est un peu aussi tout l'univers de ce podcast. En fait, c'est de vecteur de joie. C'est-à-dire que faire ensemble, dans ces mouvements-là, on rencontre des gens super engagés, aussi préoccupés que nous, des enjeux auxquels on se confronte. Et faire ensemble, c'est vraiment épanouissant, quoi. En fait, le numérique, pour moi, c'est partout, c'est trop présent pour moi. Un outil d'oppression, de surveillance de masse, d'accaparement des données personnelles des gens. Ça facilite la coopération, ça facilite l'émergence de mouvements citoyens. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur l'impact des technologies numériques sur l'environnement, en termes de déchets, j'imagine, sur peut-être la biodiversité aussi? Quels sont-ils, ces impacts? Exactement, concrètement, pour qu'on puisse vraiment comprendre, nous, derrière nos écouteurs. Donc, juste la partie extraction minière, déjà, c'est catastrophique. Tout plein de campagnes de pub qui servent à rien pour pousser les gens à acheter des appareils dont ils n'ont pas besoin, puisque la majeure partie des gens disposent d'un appareil. Et pourquoi tu n'as pas autre chose qu'un smartphone, au final? C'est quoi les freins chez toi, alors que tu es ultra engagé? Bonjour et bienvenue dans Une graine germe, le podcast qui laisse la place à chaque petite graine de germer, chaque petite idée d'évoluer pour devenir une grande action. Je suis Alexandra, une jeune femme simple, sans prétention, qui voue une passion pour la déconstruction des modes de vie et des pensées, la remise en question pour vivre une vie toujours plus vibrante dans le respect de soi, d'autrui et de notre planète. Dans Une graine germe, pas de tabou. Je vous partage mes pensées, mes expériences en tout genre, mes tests ou encore mes évolutions au fur et à mesure qu'elles se présenteront à moi. J'ai pour ambition que mes paroles attiseront votre curiosité et susciteront votre intérêt le temps d'un épisode ou plus. En plus de mon podcast Éclosion par hygiène de vie centré sur la santé au naturel et la santé naturelle de la femme, j'ai désiré ajouter cette nouvelle émission à la palette de ce que je peux offrir au monde en tant que naturopathe et femme engagée. Alors, quelle nouvelle graine a bien pu encore germer dans ma tête? Bonne écoute! Le volume des déchets des équipements électriques et électroniques, appelés aussi DEEE, ne cesse d'augmenter d'année en année au niveau mondial. Selon Globe e-Waste Monitor 2020, le rapport des Nations Unies, la quantité de déchets électroniques produits dans le monde en 2019 a atteint le chiffre record de 53,6 millions de tonnes. Soit l'équivalent de 38 millions de SUV, tu sais cette grosse voiture, ou encore de 5300 tours Eiffel jetées chaque année. Et je ne parle pas du porte-clés en tour Eiffel. Les DEEE recouvrent un ensemble de gros produits, machines à laver, réfrigérateurs, télévisions, mais aussi des plus petits comme les smartphones, ordinateurs, tablettes ou encore casques audio. Le recyclage et le reconditionnement sont souvent présentés comme le salut des déchets électroniques. La principale limite est que ces derniers ne sont pas des modèles durables. Mais pourquoi ? Voici donc le tableau du jour. Mais tu le sais, je n'aime pas le pessimiste car il nous inhibe. Je prône plutôt l'utopie réaliste, à savoir la prise de conscience réelle, sans se voiler la face, saupoudrée d'une grosse touche d'action réveillant en nous l'optimisme. Et pour s'informer encore plus de l'impact du numérique sur la société et sur notre biodiversité, j'accueille aujourd'hui Adrien Montagu-Roman, cofondateur de la coopérative du numérique responsable Common. Avec Adrien, nous avons refait le monde du numérique. La tête dans les nuages, mais les pieds bien sur terre. Et surtout, je suis très heureuse de te faire découvrir, au travers de ce nouvel épisode, un nouveau projet aux impacts positifs énormes. Du concret, tu vas en avoir le droit. Belle écoute! Bonjour Adrien et bienvenue sur le podcast Une graine germe. Je suis très contente de pouvoir t'accueillir aujourd'hui pour parler une nouvelle fois d'un autre grand projet. Après avoir invité Marion pour parler du projet Télécope, d'ailleurs qui m'a mentionné
le projet Common. Eh bien, je suis très contente de pouvoir en parler de vive voix avec toi. Avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, sur un gros sujet bien lourd du jour, j'aimerais bien, apprendre un petit peu, à te connaître pour que, nos auditeurs puissent aussi, s'imaginer un petit peu, qui tu es. Alors, très simple question, Adrien, que fais-tu dans la vie? Eh bien, je suis donc un des cofondateurs de la coopérative Common et mon métier au quotidien, ce que je fais pour la coopérative, c'est principalement des actions de plaidoyer, c'est-à-dire aussi bien des formations dans des écoles, dans des entreprises, ou alors des actions de lobby auprès des institutions pour essayer de faire évoluer la loi dans une direction qui nous semble un peu plus vertueuse. Et puis donc ça, c'est ce que je fais pour la coopérative à l'extérieur. Et puis après, il y a bien sûr le travail de gestion de la coopérative, hein, les décisions stratégiques, tout ça, quoi. OK. Alors, écoute, ça tombe bien que tu aies commencé par ça parce que c'est aussi, de Common dont on va parler aujourd'hui. Mais, j'aime bien cette question qui a l'air très, très simple, mais généralement on part très vite dans les titres et les métiers et cetera. Mais Adrien, que fais-tu dans la vie? Toi, Adrien, qui es-tu? Ah, qu'est-ce que je fais? Alors moi, écoute, j'essaye au quotidien de mettre en accord mes actions avec mes valeurs. Et ça se décline dans plusieurs trucs. À titre perso, ça se décline dans mes actions militantes en dehors de mon travail, dans ma façon de vivre, et puis dans le fait que j'ai changé de métier pour lancer une coopérative, par exemple. Voilà. Est-ce qu'on pourrait rentrer un tout petit peu plus dans ce détail-là? Puisque, parmi nos auditeurs, il y a beaucoup de personnes qui justement, soit se posent beaucoup de questions, soit sont déjà aussi un peu dans le changement. Mais on parle beaucoup de changement, de monde de demain, de monde plus durable, de nécessité de bouger, de la transition écologique, économique, sociale. C'est un peu aussi tout, l'univers de ce podcast. Mais, pour beaucoup de personnes, c'est aussi très compliqué de se projeter et surtout, de concrètement se dire: «OK, qu'est-ce que je vais faire?» Et donc on a besoin d'inspiration, on a besoin d'exemples très concrets. Donc toi, quand tu dis, «J'essaie de vivre en alignement avec mes valeurs» et que ça se décline sur, différentes facettes, est-ce que tu pourrais, concrètement nous en présenter quelques-unes, par exemple, sur, le côté, comme tu as commencé à le faire, professionnel, mais aussi, personnel, au quotidien? C'est-à-dire que l'engagement de chacun de chacune, c'est à la hauteur de ses moyens et je vois. En fait, moi, je suis de ceux qui ne pousse pas à culpabiliser à outrance les individus et tape plutôt sur les États et les entreprises qui sont, selon moi, responsables du cul-de-sac dans lequel on est. Même si collectivement on a une responsabilité, tout ça, c'est important de chacun de s'engager, mais je suis sorti de cet état d'esprit-là qui tend à voilà, dire il faut bien trier vos déchets, tout ce machin, ça me débecte un peu. Donc moi, à titre perso, qu'est-ce que je fais? Du coup, j'étais chimiste avant, j'ai un doctorat en chimie organique, donc j'ai changé de métier, j'ai changé mon alimentation, j'ai drastiquement réduit la viande. Enfin, je suis végétarien, même s'il m'arrive encore de temps en temps de manger de la viande et du poisson, mais c'est excessivement rare. Depuis combien de temps tu as changé cette alimentation? J'ai commencé, on va dire, ma transition, c'était depuis 2015. Là, en gros, j'ai vu le documentaire Demain, là, le documentaire qui avait fait tant de bruit là de Cyril Dion. Voilà, à ce moment-là, j'étais dans une phase où je considérais qu'on allait dans le mur et qu'il y avait strictement rien à faire. Mais je mettais un peu tous les problèmes sous le tapis, quoi. J'étais chimiste, je m'amusais à jouer au Lego avec le pétrole et donc voilà, en gros. Je savais bien qu'on avait une dépendance au pétrole hallucinante, hein, puisque c'était mon métier, mais je voyais pas trop de choses à faire. Et le film m'a pas forcément donné de l'espoir, mais il m'a montré à l'écran des gens qui s'épanouissaient par l'action. C'est-à-dire qu'il m'a montré plein de gens, une multitude de personnes qui, parce qu'ils faisaient au quotidien, s'épanouissaient. Et ça, en fait, c'est profondément contagieux. Et c'est ce qui m'a poussé à faire un switch radical, quoi. Donc, pour vous donner une idée, pendant 6 semaines, toute la période où il y avait le film au cinéma, je démarchais les gens dans la rue tout le week-end pour leur dire d'aller voir le film. Donc j'abordais des centaines et des centaines de personnes par jour à Orléans à l'époque. Après, j'ai organisé un festival associatif pour promouvoir le film sur le campus où je faisais mon postdoc à l'époque pendant 2 ans. Ensuite, donc j'ai changé de métier. Après, j'ai plus de voiture. J'ai arrêté de prendre l'avion en 2019, donc ça c'est un peu tard. Il n'est jamais trop tard, il n'est jamais trop tard.
Oui, 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 non, non, mais je veux dire, enfin, c'est un peu tard parce que j'allais pas mal pris avant. Ensuite, ouais, j'ai changé de banque, bien sûr. Euh, et puis, ben, j'achète quasiment plus rien de neuf. Euh, mais après, surtout, j'ai commencé à m'engager dans des actions militantes et j'ai commencé à faire de la désobéissance civile. Je me suis engagé avec le réseau Alternative ANV COP21. Euh, je me suis rapproché aussi des Amis de la Terre avec qui j'ai fait des actions de plaidoyer sur le sujet d'Amazon, par exemple. Donc voilà, après, en gros, j'essaye de faire ce que je peux. Je considère pas que ce que je fais, ça va changer le monde, puisque je pense qu'on a très peu de marge de manœuvre pour infléchir les tendances dans lesquelles nous sommes et que ça va être compliqué. Par contre, j'estime que c'est essentiel de continuer à se battre, puisque chaque demi-degré compte, et que si je ne m'active pas, là, autant se suicider, quoi, parce que sinon ça sert à rien, hein. Comme tu l'as très justement dit, il y a aussi le fait que l'action, et c'est d'ailleurs ce qui a engendré toute toi, ta transition après le film Demain, c'est la mise en action aussi qui est l'un des meilleurs remèdes bien à l'éco-anxiété, l'éco-dépression, qui redonne un peu d'optimisme et qui se sent aussi, qui nous permet de nous sentir engagés dans des choses qui ont du sens. Même si après, individuellement, c'est vrai on fera pas le monde, notamment individuellement dans des sociétés gouvernées par des plus gros, en effet. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses qui viennent du peuple. Au bout d'un moment, il y a des industries qui continuent à fabriquer des choses parce qu'il y a des consommateurs derrière qui font tourner l'économie. Bien, donc je pense qu'il y a les deux, bien entendu. Et puis, mais après, je pense que l'action est aussi vecteur d'optimisme tout de même. Oui, oui, c'est-à-dire que en fait, c'est de vecteur de joie. C'est-à-dire que faire ensemble dans ces mouvements-là, on rencontre des gens super engagés, aussi préoccupés que nous des enjeux auxquels on se confronte, et et faire ensemble, c'est vraiment vraiment épanouissant, quoi. La force du collectif, ça donne vraiment foi dans l'espèce humaine. Donc c'est ça qui moi m'épanouit le plus dans ces engagements militants que j'ai à côté de mon travail. Ouais. Si je résume, tu as vraiment donc des actions d'ordre collectif auprès de coopératives, etc. Et puis individuelles sur les plans de l'alimentation, du transport au quotidien, du transport de type exceptionnel avec l'avion que tu ne prends plus. Tu as parlé également de ton économie, de ton portefeuille avec ton changement de banque. Tu es chez qui aujourd'hui? La Nef ou une autre banque? J'ai un compte épargne à la nef et j'ai un compte au Crédit Coopératif. D'accord. Bon après pour des raisons perso, j'ai malheureusement dû réouvrir un compte au Crédit Agricole, mais bon enfin bon, ça sera résolu à un moment donné, mais bon, en tout cas, là où j'ai le principal de mes économies, c'est vraiment à la nef et au Crédit Coopératif. Tu vois, ça tombe bien que je te pose la question parce que je connais la Nef et bien entendu, on en parle quand même pas mal et je vais d'ailleurs inviter la Nef sur le podcast très prochainement pour parler de leur fonctionnement. Mais je ne connaissais pas le crédit. Tu parlais du crédit coopératif. Là, c'est une banque, on peut ouvrir un compte, avoir des moyens de paiement parce que la Nef, c'est pas possible pour le coup. Est-ce que c'est complémentaire? D'accord. C'est ça, tout à fait, oui. Il y a des classements hein, dans l'impact carbone des économies bancaires, de l'argent qu'on met à la banque. Il y a des classements qui sont faits. Et parmi ces classements, le Crédit Coopératif est dans les meilleurs. La Nef, c'est la banque avec la plus faible empreinte carbone. Mais elle dispose pas encore de compte courant. Ça devrait pouvoir se faire normalement dans les années qui viennent parce qu'ils sont en train de gagner leur indépendance progressivement. Mais donc le crédit coopératif, il permet d'avoir un compte courant. Et dernière petite question pour encore plus apprendre à te connaître et après on passera sur le sujet du jour, mais on va déjà commencer, tu me diras. Donc, on a vu tous tes engagements. Sinon, ta passion, l'une de tes passions principales, tu dirais quoi? Mis à part ton amour pour l'environnement. Alors j'en ai plusieurs, mais simplement, enfin, c'est vrai que là, c'est moi ces 5 dernières années, j'étais tellement, en fait, je suis quelqu'un on va dire à 100%, quoi. Je fais des trucs à 100%, et là, depuis 2015, je suis à 100% sur le militantisme et la transition, mais sinon, dans les passions
Ben, je peux citer à une époque, hein, enfin, l'astronomie qui était une passion commune avec un des cofondateurs de la coopérative, puisqu'on s'est rencontrés quand on avait 14 ans dans des stages d'astronomie dans le Tarn. Et c'est un ami d'enfance avec qui ben voilà, on faisait des observations, tout ça machin. De cette passion-là, aujourd'hui, je conserve le plaisir de prendre des photos nocturnes de la voûte céleste, quoi. Voilà. Du coup, tu viens de l'univers de la chimie. Tu as transitionné professionnellement à quel âge? Alors, je me rappelle plus. Là, c'était en 2015. J'en ai 36. Donc, c'était, voilà, il y a un petit bout de temps. Aux alentours de la trentaine, enfin un petit peu, ouais, plutôt fin vingtaine plutôt. Voilà, c'est ça, oui. Oui, c'est-à-dire que quand moi je vois aujourd'hui, je vois des jeunes qui sortent de formation et ils ont déjà bifurqué, quoi. Ils sont, enfin, en gros, plus l'urgence avance, plus on se rapproche de ce sentiment d'urgence-là, plus les gens vont bifurquer tôt. Euh, et c'est assez plaisant à voir, quoi. Donc aujourd'hui, je t'ai invité parce que tu es donc le cofondateur de Common, votre dada chez Common, c'est le numérique. Donc juste avant de parler vraiment de Common, on parle du numérique. Toi, le numérique dans ta vie, c'est quoi? Ça représente quoi? Ça passe par quoi? C'est quoi sa place dans ta vie, le numérique? Dans ma vie au quotidien, bah là, voilà, on est sur un ordi, on enregistre ce podcast par l'intermédiaire du web avec un navigateur, une application web, etc. En fait, le numérique, pour moi, c'est partout, c'est trop présent pour moi. C'est-à-dire que j'ai un smartphone, je n'aime pas cet objet. Je n'aime pas le fait qu'on soit obligé de constamment l'utiliser pour accéder à tout, les billets de train, les services bancaires, les machins, les trucs. Je trouve qu'on est beaucoup trop dépendant de ça. Le numérique, c'est aussi pour moi... alors, je vais parler de trucs négatifs et de trucs positifs, mais dans les trucs négatifs, le numérique, c'est aussi un outil d'oppression, de surveillance de masse, d'accaparement des données personnelles des gens, de targeting publicitaire ciblé, mais c'est aussi un outil d'autonomisation et, ça facilite la coopération, ça facilite l'émergence de mouvements citoyens, ça facilite l'organisation de campagnes de mobilisation, ça donne accès à l'information à n'importe qui, c'est un fabuleux commun, ça représente énormément de choses. On peut considérer que le numérique, c'est un outil de résilience face aux enjeux auxquels on va être confronté. En fait, c'est un fabuleux outil qui, pour l'instant, malheureusement, est trop préempté par l'industrie privée. Voilà. Mais c'est super cool. Et c'est quoi la grosse problématique de cette préemption par les industries publiques, comme tu le mentionnes? C'est le côté vraiment oppressif et dépendant. Alors, les industries privées. Privé, pardon, oui, privé. Oui, parce que bon, certes, le public va avoir aussi des facultés de surveillance. Là, on a vu que la force publique autorise, par exemple, dans le cadre des JO 2024, le déploiement de la vidéosurveillance algorithmique, qui nous plonge véritablement dans une vision très, très dystopique de l'avenir. Donc, la force publique a sa responsabilité dans ce sujet-là, mais le fait qu'en fait, des entreprises capitalistes génèrent du profit par l'exploitation des données personnelles des gens, c'est un problème en soi. C'est-à-dire que ils accumulent des données de l'ensemble de l'humanité, et avec ça, ils sont capables de façonner de façonner des programmes vraiment pour cibler avec une très grande acuité les personnes, que ce soit à des fins publicitaires, comme à des fins politiques, comme on a vu avec le scandale de Cambridge Analytica, l'élection de Donald Trump aux États-Unis, la sortie la sortie de l'Angleterre du Brexit, là, de l'Europe. Donc il y a vraiment un enjeu de manipulation des masses pour des fins capitalistes, c'est-à-dire que tout ça, bah, c'est juste pour générer du profit. Donc, et donc en gros, on est un peu on est un peu des cobayes qui malgré nous nourrissons cette bête du big data, quoi, si on peut dire, parce que on le sait pas, mais au quotidien, en fait, on fournit des données.
sensible. Là maintenant, pendant les JO, à partir de je sais plus quelle date là, mais pendant les JO 2024, simplement en marchant dans la rue, on va fournir des données biométriques à des entreprises privées de la sécurité qui vont utiliser ces données biométriques là pour nourrir leurs algorithmes de reconnaissance. Alors pas faciale, ils n'ont pas mis la reconnaissance faciale, mais là c'est de la reconnaissance corporelle, c'est-à-dire que grâce à l'exploitation des images de vidéosurveillance, ces algorithmes vont à terme être capables de reconnaître la façon de marcher d'une personne. Et donc si elles sont capables de reconnaître la façon de marcher d'une personne, elles vont être capables de suivre cette personne dans l'espace public. Donc ça c'est vraiment en fait tout ça c'est vraiment préoccupant. Et c'est très 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 difficile de s'y opposer. Il y a bien sûr les logiciels libres et toutes les alternatives aux GAFAM qu'on connaît, qu'on pourra peut-être évoquer tout à l'heure, qui représentent une solution à titre individuel, mais à titre systémique, c'est compliqué de faire face à ce truc parce que c'est David contre Goliath exposant 10 quoi. Du coup, tu as parlé effectivement de systémique, donc l'impact environnemental systémique de l'industrie numérique. J'aimerais qu'on creuse un petit peu tous les dessous de la technologie numérique. Tu as bien évoqué, si j'ai bien saisi, vraiment l'impact du coup sur l'impact sociétal, hein, sur la liberté et l'intimité même des personnes qui forment la société, nous, un titre individuel. Mais il y a également tout l'impact, j'imagine que vous abordez chez Common, tout l'impact sur l'environnement, sur la biodiversité, sur la planète tout simplement. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur l'impact des technologies numériques sur l'environnement en termes de déchets, j'imagine, sur peut-être la biodiversité aussi? Quels sont-ils, ces impacts exactement, concrètement, pour qu'on puisse vraiment comprendre, nous, derrière nos écouteurs? Le numérique, c'est comme on l'a dit, un fabuleux outil et c'est un concentré de technologie. C'est un concentré de technologie et donc ça concentre une quantité pléthorique de différents éléments. C'est-à-dire que moi, avant, j'étais chimiste, donc si on prend le tableau Mendeleïev avec tous les éléments du tableau Mendeleïev, dans ce smartphone, il y a quasiment les 3/4 du tableau Mendeleïev qui se retrouvent dans le smartphone. Donc, pour fabriquer un smartphone, eh bien, on va aller chercher plein de matières premières à plein d'endroits différents pour le fabriquer. Donc, aller chercher ces matières premières, ça signifie aller creuser des mines à ciel ouvert, voire aller creuser au fond des océans, là, puisqu'on commence à aller parler d'exploitation marine, hein, bref. Donc, d'un côté, on creuse, on extrait de la matière de la planète, quoi. On raffine, on affine ces matériaux, et donc tout le processus, donc déjà le processus de minage et d'exploitation minière, il est dévastateur pour l'environnement. Il est émetteur d'une quantité astronomique de gaz à effet de serre. Et d'un point de vue social et humain, c'est aussi désastreux puisque il y a en République démocratique du Congo, par exemple, c'est des milices armées qui détiennent des mines dans lesquelles des enfants, des familles entières travaillent pour financer des guerres civiles. Donc juste la partie extraction minière, déjà c'est catastrophique. Après, donc il y a la partie où on va passer d'un caillou à un lingot de cuivre, par exemple. Et donc cette partie-là, c'est tout ce qui est métallurgie. Ça c'est énergivore, ça consomme une énergie de dingue, et la plupart du temps, comme c'est des industries qui sont situées dans des pays où la transition énergétique elle a pas encore trop eu lieu, c'est des industries qui fonctionnent au charbon, quoi, en gros, si on fait un raccourci. Après, une fois qu'on a ce lingot de cuivre, on va le transformer en composants, donc on va fabriquer des composants électroniques avec. Là encore, c'est un processus qui va demander énormément d'énergie et une consommation d'eau qui, elle aussi, est présente sur les mines et dans la partie métallurgie des fois. Donc, il y a une consommation d'eau douce énorme, par exemple, pour la production des semi-conducteurs qui sont la base de l'électronique aujourd'hui et qui consomment des quantités d'eau vraiment importantes, à tel point que là, en fait... alors, je donnais toujours un exemple à Taïwan, mais c'est intéressant d'avoir un exemple à Taïwan et en Isère, en France. Mais à Taïwan, pendant la crise Covid, en fait, Taïwan, ils avaient eu une période de typhon avec des quantités de pluie qui tombaient très, très, très faibles. Ce qui fait que
ils ont eu des restrictions d'eau et on a demandé aux agriculteurs de faire des efforts sur leur consommation d'eau, voire d'arrêter d'arroser leur culture pour maintenir la production de semi-conducteurs. Même chose en Isère, il y a une entreprise de semi-conducteurs en Isère. Ce week-end, il y a eu une manifestation contre cette entreprise d'ailleurs, où pendant l'été, restriction d'eau et l'entreprise, elle a open bar, elle continue à pomper dans les nappes sans aucune limite. Donc, ce que ça veut dire sociétalement, ça veut dire qu'on commence aujourd'hui à choisir de produire des produits électroniques plutôt que de la nourriture. Donc, à ma connaissance, les smartphones, c'est pas... On n'a rien compris la pyramide de Maslow. Oui, c'est ça, c'est l'inverse. On la prend à l'envers et on se dit, tiens, on va commencer par faire des smartphones, alors que tout le monde en a. Enfin, je dis des smartphones, mais les semi-conducteurs, on va aussi les retrouver dans les voitures électriques, dans les vidéos de surveillance intelligente, dans tout, en fait. C'est présent partout, le numérique. Et donc, pour que, forcément, on est complètement addict au produit, notre économie dépend de ça, donc forcément, ben ouais, la pyramide de Maslow, elle est un peu biaisée, quoi. Et donc voilà, donc consommation d'eau énorme, conditions de travail. Donc après, on passe sur les chaînes d'assemblage. Ben là, on va avoir des conditions de travail qui sont souvent déplorables, ou par exemple, chaque fois, il y a des scandales qui émaillent la presse, les grandes marques. Par exemple, on a les enfants qui ont été obligés de travailler sur les chaînes de prod, enfin les collégiens, pour valider leur diplôme, étaient obligés de travailler sur les chaînes de prod de l'enceinte connectée d'Alexa, là, récemment. Donc voilà, donc après, ben, on va arriver donc dans la phase de vente, et donc là, ben, on va faire tout plein de campagnes de pub qui servent à rien pour pousser les gens à acheter des appareils dont ils n'ont pas besoin, puisque la majeure partie des gens disposent d'un appareil qui fonctionne. Donc toute cette chaîne de valeur-là, voilà. Donc là, dans la partie marketing, on va faire un petit focus. Il y a aussi tous les supports, en fait, hein, papier, etc., mais aussi des écrans qu'on retrouve dans les rues, qu'on retrouve dans les métros, etc., qui viennent mettre en avant toutes les pubs, quoi. Tout à fait. Donc voilà, donc globalement, alors sur la biodiversité, j'ai pas répondu directement. C'est des enjeux qui sont, alors par exemple aussi, je peux en parler. En fait, le problème c'est qu'il y a tellement d'exemples précis, on peut pas donner un exemple global, mais par exemple, il y a un archipel en Indonésie où ils font l'extraction de l'étain. Comme ils font cette extraction-là sans aucune considération environnementale, eh bien il y a énormément de boue avec des métaux toxiques qui sont relâchés dans l'environnement immédiat de cet archipel. Résultat des courses, ils ont détruit l'intégralité des coraux autour de l'archipel, et les pêcheurs qui étaient à la base, ils vivaient de leur pêche, ben aujourd'hui ils ont transformé leur embarcation en embarcation qui permet d'aller extraire des boues pour faire de l'exploitation minière. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. mais donc oui, mais plus globalement la biodiversité, ben enfin aujourd'hui le dérèglement climatique et les changements qu'on fait subir à l'environnement, la première des victimes, c'est la biodiversité. Il y a un effondrement de la biodiversité qui est désastreux. Donc, en ça, le numérique a sa part de responsabilité de manière globale, quoi, comme tout le reste de notre industrie. Comme tu l'as bien précisé, le numérique, c'est très, très vaste, c'est très, très large et c'est partout. Donc aujourd'hui, on parle, quand on parle numérique, on pense tout de suite au téléphone, aux tablettes, à l'ordinateur. Mais en effet, tu as mentionné les enceintes connectées. Est-ce que tu mets les écrans dedans, tu mets la télé, tu mets quoi d'autre, par exemple, pour qu'on soit... Ou qu'est-ce que tu ne mets pas, à part le papier et le crayon? En fait, il y a tout. En fait, oui, c'est vrai, non, mais c'est une très bonne question parce que c'est une question qui est d'ailleurs pas tranchée au niveau européen parce qu'en fait, enfin moi j'allais rentrer dans un détail un peu trop pointu. C'est quand même une très bonne question parce que comme c'est partout, on a envie des fois de mettre dans des cases. Mais pour moi, ben en fait, il va avoir le numérique s'immisce partout. Et après, par exemple, est-ce qu'une voiture électrique, c'est de l'industrie numérique? Non, on va dire que c'est de l'automobile. Toutefois, elle emporte des composants électroniques qui, sans eux, ne rendraient inopérant la voiture. Et aujourd'hui, on le voit bien, hein, il y a une crise d'approvisionnement sur les semi-conducteurs, ça met l'industrie automobile à l'arrêt. Qu'à partir de là, en fait, si on prend cette considération, ben oui, on va avoir bien sûr tous les serveurs qui nous permettent d'accéder à tous les services en ligne. Dès l'instant qu'on se connecte sur un terminal, donc que ce soit un smartphone, une tablette ou un ordi, pour accéder à quelque chose, ce quelque chose, c'est du numérique. Mais après, ben, il va avoir
les portiques, les portiques pour entrer, pour prendre le train, pour prendre le métro, la surveillance de l'espace public. Mais je pense que j'ai fait à peu près le tour. En fait, il y a énormément de choses qui sont du numérique. Aujourd'hui, je pense qu'on ne sait plus, on ne sait plus rien faire sans, quoi. C'est ça qui est un peu malheureux. Et là où c'est vraiment perturbant, c'est que ça va vers des secteurs où il y en a vraiment pas besoin. Par exemple, l'agriculture connectée, c'est une connerie absolue, puisque jusqu'à présent, on était dépendant du pétrole pour produire de la nourriture, c'est-à-dire on a fait des engrais, on a fait des tracteurs et des machines qui dépendent de l'énergie fossile pour pouvoir produire de la nourriture. Et là, ce qu'on est en train de vouloir nous vendre, c'est des drones qui vont permettre de faire de l'agriculture raisonnée, machin et tout. Sauf que ces drones-là, par exemple, pour les fabriquer, il va falloir extraire des métaux, il va falloir extraire des terres rares, etc. Et donc, si on rend l'agriculture, en plus d'être dépendante aux engrais azotés, aux énergies fossiles, on la rend dépendante à l'électronique, on va pas s'en sortir, quoi. Tu as parlé du coup vraiment du début de vie du numérique jusqu'à la commercialisation. Et si on fait un petit focus sur la vie, la phase de vie d'utilisation de ces objets numériques, si on prend par exemple, tu as commencé sur le téléphone et tout ça, et puis la fin de vie surtout, c'est quoi l'impact derrière, les impacts derrière? Ben, il y en a beaucoup dans le sens où aujourd'hui on ne sait pas recycler correctement des produits électroniques. C'est-à-dire que quand le produit il arrive en fin de vie, on n'est pas capable de récupérer l'intégralité des matières premières constitutives du terminal. Puisque comme je l'ai dit au début, il y a énormément d'éléments constitutifs, ce qui fait que quand on va broyer l'appareil, on va se retrouver avec une soupe très complexe à purifier. Et donc, on va être capable de purifier, par exemple, on va être capable de récupérer l'or, on va être capable de récupérer, pourquoi pas le tungstène, etc. Mais, par exemple, le coltan ou le tantal, qui sont les éléments que j'évoquais là en République démocratique du Congo, ce matériau-là, on n'est pas capable de le récupérer. Ce qui fait que on va avoir une perte de matière qui est très significative lorsqu'on recycle. Ça, c'est la première limite du recyclage. Après, il y a certains éléments. Le coût énergétique de récupération de la matière, c'est énorme en fait. Et c'est pas valable pour chaque élément. En fait, chaque élément a des voies de recyclage qui sont différentes ou qui sont inexistantes. Donc, on peut pas dire globalement le recyclage ça marche pas. Les recycleurs vont dire ah ben si, regardez, on récupère l'or très bien. Voilà. Donc, c'est juste que ça va dépendre de chaque élément. Simplement, si on regarde globalement, on n'est pas du tout aujourd'hui capable de recycler l'intégralité des métaux. Et puis le truc qui est gênant, c'est qu'il y a une perte de traçabilité énorme en fait. C'est-à-dire que les appareils électroniques, une fois qu'on les a vendus, ils sortent de tout contrôle et on n'est pas capable de les récupérer. C'est-à-dire que au-delà du fait qu'individuellement on garde toutes et tous des appareils dans nos tiroirs, il y a un truc, c'est que même si on les met au bon endroit, il y a en France quasiment plus d'une chance sur deux pour que l'appareil qu'on mette au bon endroit, c'est-à-dire dans la déchetterie, dans une borne de récupération, cet appareil-là, il sorte des filières agréées et il termine dans des décharges à ciel ouvert dans un pays en voie de développement. Parce qu'il y a un trafic. Exactement la même chose avec les vêtements. Voilà, c'est pareil. Il y a un trafic, en fait, très lucratif de déchets d'équipements électriques et électroniques. C'est, après le trafic de drogue, un des trafics les plus lucratifs. J'avais découvert en effet la vie après benne des vêtements et j'en avais fait un épisode parce que j'étais très surprise de revoir justement, de voir ces piles de vêtements inutilisés dans des pays en voie de développement qui sont complètement en fait on leur envoie nos poubelles quoi, clairement. C'est ça. C'est pareil pour le numérique. Sauf que eux ils ne sont pas équipés, sauf qu'ils sont moins bien équipés que nous pour gérer nos propres poubelles et du coup ça se retrouve effectivement dans des décharges à ciel ouvert, voire dans la mer directement derrière. Donc tu as parlé des voies de recyclage et je voudrais juste aussi faire un petit point et tu viendras me confirmer. Mais généralement, il y a beaucoup de personnes se rassurent en disant je vais prendre quelque chose de recyclé, mais c'est pas grave, ça c'est recyclable. Mais on n'arrive pas et on n'imagine pas et on pense pas derrière que même si ça se recycle, il faut quand même de l'énergie pour recycler ces composants et ces différents produits. Donc en fait, consommer autant même des produits recyclés n'est pas non plus une solution durable. Est-ce que tu me confirmes la chose, notamment sur le numérique ? Oui,
Bien sûr, tout à fait. D'autant plus que, en fait, le recyclage ne résout rien. C'est-à-dire que si on ne questionne pas le modèle de croissance dans lequel on est, le recyclage, c'est un leurre. C'est-à-dire que si, admettons, en 2023, pour produire 10 000, je dis, attention, les ordres de grandeur, c'est complètement claqué au sol. Là, j'ai pas de, je sais pas faux, mais en 2023, on met 10 000 smartphones en circulation. Pour ces 10 000 smartphones, on a besoin de, allez, 100 grammes de cuivre. Si en 2024, je veux mettre 20 000 smartphones en circulation et que je suis capable de recycler 100% du cuivre que j'ai mis en 2023, ben il va me manquer 100 grammes de cuivre parce que je serai capable de récupérer que les 100 que j'ai mis en 2023 sur le marché. Sauf que d'une part, on sera jamais capable de récupérer 100% de la matière première qu'on met en circulation, et d'autre part, ben, si on continue à croître, il y aura toujours un trou dans la raquette à combler. Donc c'est ça la véritable question qu'il faut se poser. Mais trop souvent, effectivement, les politiques publiques, les pensées au recyclage, machin, on nous fait croire que le recyclage, voilà, c'est ce qui clôt la boucle, et donc c'est ce qui va nous apporter la solution ultime à nos problèmes. Donc c'est une partie de la réponse, hein. C'est important de recycler, mais si ça nous permet de ne pas nous poser la question essentielle à laquelle on est confronté, ben c'est pas une bonne solution. Adrien, j'ai une question qui me trotte depuis le début quasiment et je ne l'ai pas encore posée. Tu as dit, donc on a commencé à parler de l'impact du numérique et dessous de la place du numérique dans nos vies, dans la tienne. Tu as dit, bah moi j'ai un smartphone, même si même si c'est contre tes valeurs, tu as quand même un smartphone. Pourquoi tu as un smartphone concrètement? Pourquoi tu n'as pas un ancien Nokia, voire peut-être même plus radicalement rien du tout, ce qui est peut-être encore, tu vas me dire, mais c'est compliqué dans nos sociétés actuelles de rien avoir. Mais pourquoi tu n'as pas autre chose qu'un smartphone au final? C'est quoi les freins chez toi alors que tu es ultra engagé? Ben, c'est une très bonne question. En fait, je, je n'en avais pas jusqu'à lancer la coopérative. C'est-à-dire que quand mon pote est venu, viens, on fait une coopérative dans l'électronique, ben, j'avais un vieux téléphone Samsung, là. Donc, moi, j'étais là, ben, je savais pas ce que j'allais apporter à la coopérative, quoi. Je suis pas geek, j'ai aucune connaissance en informatique, rien, quoi. Donc, j'ai commencé avec mon vieux téléphone Samsung. Donc, c'est moi qui représentais la coopérative à l'extérieur. Donc, je faisais toutes les tables rondes, toutes les conférences que je donnais. C'était avec mon vieux téléphone Samsung solide, là. Et je disais, bah ouais, mais ça sert à rien que je prenne un téléphone de ma coopérative. Celui-ci fonctionne et il me va très bien. Et voilà. Donc, ça faisait un peu ça faisait souvent rire l'audience de dire, bah, le mec, c'est le commercial de la coopérative et il a pas son produit. Donc voilà. Donc bon, quand mon téléphone est tombé en rade et qu'il a été fini, quoi, là, effectivement, bon, j'ai pris un Fairphone de ma coopérative. Mais j'ai un Fairphone 2, donc c'est le téléphone de 2015. Il commence à se montrer des signes de faiblesse. Et franchement, effectivement, j'espère m'en affranchir bientôt. Mais il y a un autre côté, moi, c'est-à-dire que je savais, en prenant un smartphone, que j'allais devenir addict à celui-ci. J'en étais certain, et c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que ben voilà, j'ai installé des applications qui me permettent, par exemple, j'ai installé Telegram qui me permet d'être en lien direct sur plein de mobilisations d'activistes et tout. J'ai installé Signal, pareil. J'ai installé Twitter, qui est la pire des plaies. C'est-à-dire que c'est constitue mon flux RSS de nouvelles. Donc, je suis abonné à tout un tas d'activistes, de personnes engagées, et je vois donc tous les rapports scientifiques, toutes les nouvelles qui relatent les destructions des libertés individuelles, etc., etc. Donc, en fait, c'est un flux de mauvaises nouvelles pour moi, Twitter, en direct live. Alors, c'est intéressant parce que je suis très informé de ce qui se passe, mais en termes d'éco-anxiété, c'est quand même un peu tendu. J'ai liké 2-3 comptes qui publient des vidéos de chats histoire de mettre un peu des trucs dans le fil qui sont un peu plus positifs, mais bon voilà, donc je savais que j'allais développer une forme de dépendance à cet outil et je l'appréhendais. Donc aujourd'hui je suis dépendant de ça et il faudra que je me seuvre bientôt. Mais avec la coopérative on va proposer on espère bientôt. Alors on ne sait pas si c'est cette année parce qu'on est dépendant d'un producteur qui met sur le marché un appareil type Nokia là, mais un peu plus stylé. Et on espère proposer une offre de sevrage au smartphone dans les mois, années qui viennent. On ne sait pas trop.
Ouais, mais c'est là où on touche la limite aujourd'hui entre notre ère sociétale où on est dépendant, enfin, même quand on veut être on est engagé pour par exemple ici, l'environnement, etc. Mais malheureusement aujourd'hui, pour être dans ce regroupement de personnes, on passe par des applications, par des réseaux sociaux. Euh, qui sont parfois effectivement qui sont très abusifs chez certaines personnes et d'autres très utiles pour justement mettre en lien, pour donner des nouvelles, pour promouvoir des beaux projets, des belles actions. Et c'est là où on se dit mais je veux m'en affranchir et en même temps dans ce cadre-là, c'est quand même très utile de promouvoir, comme là dans le podcast par exemple, on utilise du numérique, hein, j'ai mon casque, j'étais contactée par mon ordinateur en train d'en faire une visio. Et pour autant, moi, j'ai envie d'enlever au maximum le numérique dans ma vie. Mais aujourd'hui, c'est quand même très utile aussi pour certaines initiatives, quoi. Et c'est un peu compliqué, je trouve. Oui, oui, c'est-à-dire qu'en fait, moi, je dis pas qu'il faut le jeter définitivement, mais ce qu'on porte, nous, chez Common, c'est la mutualisation. Et aujourd'hui, on va y revenir sur cette notion de mutualisation, mais ce qu'on dit, c'est que ce que le numérique demain devrait être, c'est uniquement, par exemple, un habitat partagé avec deux ordinateurs fixes au rez-de-chaussée qui c'est accessible à l'ensemble des habitants et habitantes. Éventuellement, pourquoi pas un smartphone partagé pour l'immeuble, pour les besoins de mobilité qui viendront de toute façon à être réduits du fait de la de la réduction de l'énergie à disposition de la population, hein, tout simplement. Donc voilà, donc bon bref, il y a tout un tas de trucs et donc l'idée c'est de sortir de l'usage individualisé des terminaux. Parce qu'en fait, ce que j'ai pas dit sur la phase de production et les externalités environnementales du numérique, c'est que 80% des coûts émissions de gaz à effet de serre, consommation d'eau et consommation de matière, sur ces trois indicateurs-là, 80%, enfin grosso modo 80%, c'est sur la phase de production des appareils. Donc, la phase d'utilisation des appareils, ça va être surtout sur le côté consommation énergétique. C'est le levier sur lequel c'est le plus facile d'agir parce que ben voilà, on va décarboner la production d'énergie au niveau global, donc voilà, machin, etc. Par contre, les trois premiers leviers qui sont les plus impactants, pour agir dessus, c'est pas compliqué, hein. Il faut réduire la production d'appareils électroniques. Et donc, si on doit réduire cette production-là, ça passe par l'allongement de la durée de vie des produits et par la réduction du nombre d'appareils qu'on met en circulation chaque année. C'est tout. C'est les deux leviers qui sont à prioriser. Et donc, pour prioriser ces deux leviers-là, ben forcément, à un moment donné, ça va nous obliger à ne plus avoir chacune un ordinateur, une tablette, un smartphone, une télé, j'en sais rien, ou quoi. Ben, on va devoir réduire le nombre d'appareils qu'on utilise. Mais ça ne supprimera en rien l'intégralité du numérique. Par contre, oui, ça supprimera peut-être la faculté que chaque personne ait un objet dans sa poche qui est capable de phagocyter ses données personnelles à lui. C'est ça, mais qui est un poison au final, hein. Qui est un poison. On a parlé du coup avec Marion de Télécope et c'est vrai que c'est un vrai poison, quoi. Mais ça peut être utile dans certains cas, comme pour l'alimentation, toujours en fait, trouver l'équilibre et le juste équilibre pour chacun et surtout après des solutions qui peuvent aussi derrière être moins impactantes. Donc du coup, on y vient. J'aimerais qu'on fasse un petit focus sur Common et des initiatives du coup pour un numérique un peu plus durable. Donc chez Common, on a commencé à en parler. C'est une coopérative d'électronique, et vous dites sobre et engagée, comme vous le dites donc vous-même, et vous désirez faire transiter la société, donc nous, chacun d'entre nous, vers un numérique plus responsable. Tu as mentionné les différents leviers. C'était une question que j'avais, mais du coup, tu y as répondu. Maintenant, est-ce que tu peux nous présenter d'où vient Common et quelles sont les solutions que vous proposez, vous, pour un numérique plus responsable et plus durable? Donc, comme je le disais, pour limiter l'impact, c'est allonger la durée de vie des produits et moins vendre d'appareils. Donc, déjà, nous, pour répondre à ces deux questions, d'un côté, on a sélectionné des appareils qui sont plus réparables, c'est-à-dire que c'est pas nous qui produisons les appareils, hein, on n'est pas assez ancien pour faire ça. On sélectionne des appareils qui sont plus réparables, qui sont plus éthiques
comme le fameux Fairphone que beaucoup de gens connaissent, qui est un appareil qui est très facile à démonter, qui intègre des métaux qu'ils ont fait sur lesquels ils ont énormément travaillé sur la traçabilité pour éviter que des enfants travaillent dans les mines, etc. Donc ça, c'est des appareils comme ça qu'on sélectionne. Après, on va avoir aussi des ordinateurs sous Linux, des casques audio plus réparables, d'autres téléphones. On a aussi des cross-call. C'est des téléphones étanches, robustes, qu'on peut jeter par terre, qui peuvent tomber dans l'eau, tout ça. On a aussi des shift phones. C'est des téléphones d'une marque allemande qui est un peu positionnée sur les mêmes aspects que Fairphone sur la réparabilité. Et donc on accompagne la mise en circulation de ces appareils de services, parce qu'en fait nous ce qu'on pense c'est qu'il faut sortir du modèle de vente, parce que quand on a un intérêt économique à vendre des appareils sur un marché qui est saturé, on va mettre en place de l'innovation qui sert à rien comme la 5G, on va mettre en place des campagnes de pub pour pousser les gens à consommer, etc. Et donc tout ça va inciter le renouvellement des flottes même si les appareils fonctionnent. Donc nous ce qu'on fait c'est qu'on fait de la location sans option d'achat d'appareils électroniques avec du service. Donc les clients de notre coopérative vont disposer d'un appareil comme le Fairphone, la prise en charge des pannes, des casses, le renouvellement de la batterie quand c'est nécessaire, c'est-à-dire que forcément la batterie malheureusement c'est une pièce qui a une durée de vie déterminée et donc à un moment donné il faut la changer et donc à ce moment-là, ça c'est partie intégrante des mensualités que le client il paye chaque mois. On va aussi avoir de l'accompagnement à l'usage. C'est-à-dire que si le client ou la cliente souhaite se passer des GAFAM, on va l'accompagner pour installer un système d'exploitation alternatif sur son smartphone ou sur son ordinateur. Et puis, je pense que j'ai dit les casses, les pannes, indépendamment de la durée. Et donc ce modèle-là, il est un peu plus vertueux parce que y a un côté de mutualisation que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que comme on reste propriétaire des appareils qu'on met en circulation, les appareils, ils nous reviennent forcément. Parce que s'ils nous reviennent pas, les clients, ils payent au prix d'achat, donc c'est assez dissuasif. Donc les appareils nous reviennent, et s'ils nous reviennent endommagés, on les répare et on les remet en circulation. Si ils nous reviennent et qu'ils ne sont pas réparables, on va récupérer des pièces détachées qui les composent pour réparer d'autres appareils. Ce qui fait que par notre intermédiaire, il y a un côté mutualisation de pièces détachées, ce qui nous pousse à pousser le plus loin possible le recyclage, matière que j'évoquais qui est difficile en fait. Donc nous, on repousse le recyclage matière le plus loin possible. Et après, il y a un petit côté, c'est pas un petit côté, mais il y a une notion aussi de transparence et d'anticapitalisme dans notre coopérative, parce que ce modèle de location sans option d'achat, c'est la meilleure façon pour une entreprise capitaliste de ponctionner à outrance des mensualités hors de prix sur le dos des clients pour faire de la rémunération des actionnaires. Donc, parce que c'est un peu captif, quoi. Donc nous, dans notre modèle, en fait, c'est pas trop l'esprit, puisque donc on a une société coopérative d'intérêt collectif. Donc les clients, si s'ils le souhaitent, ils peuvent être sociétaires de la coopérative, avoir accès au bilan comptable, au rapport d'activité, connaître nos salaires, nos marges, etc. Et si jamais ils estiment que c'est un peu trop élevé tout ça, ils peuvent questionner la politique tarifaire de l'entreprise. Et donc comme cette possibilité-là pour le client, elle est présente. Nous, dès la conception des offres, on essaye de faire en sorte qu'elles soient les plus justes possibles, quoi. Et puis dans ce modèle de coopérative, il n'y a pas de rémunération du capital, où c'est très très limité, c'est-à-dire qu'on est obligé, dans le cas où on viendra faire des bénéfices, pour l'instant, on s'est lancé en 2018, on devrait commencer à faire un peu de bénéfices, mais c'est pas encore le cas. Mais le jour où on fera des bénéfices significatifs, collectivement, lors des assemblées générales, on pourra décider où est-ce qu'on alloue ces bénéfices. On est obligé de mettre 57% des bénéfices dans les réserves impartageables de la coopérative pour pérenniser l'activité. Et après, le reste, on peut le distribuer, mais c'est très rare qu'une coopérative fasse la distribution de bénéfices à ses sociétaires. Le plus souvent, on va décider collectivement, soit de les réinjecter dans la réserve de la coopérative pour pérenniser l'activité, peut-être créer un nouveau poste, peut-être investir dans une démarche R&D qui arrive vers plus de durabilité, ou pourquoi pas, moi je rêve un jour qu'on réserve une partie de nos bénéfices pour financer
des actions de désobéissance civile ou acheter des bouts de forêt dans des zones qui sont menacées d'expropriation pour construire des projets dévastateurs de l'environnement, ce genre de trucs. Donc voilà, mais bon, on n'est pas encore en mesure de faire ce genre de choses, mais un jour peut-être. Voilà. En fait, ça se base un petit peu sur le même principe que les fameuses voitures en location, mais sur un modèle beaucoup plus vertueux et effectivement, comme tu le disais, respectueux, parce que derrière, le modèle économique pour les voitures de location, ça n'a rien à voir avec le vôtre. Ça dépend lesquelles. C'est-à-dire que si vous allez chez Cities, par exemple, Cities, c'est une coopérative comme nous, une société coopérative d'intérêt collectif qui propose des abonnements qui permettent d'accéder à des voitures mutualisées dans l'espace public. Donc c'est des voitures qui sont constamment garées dans l'espace public. Et donc pour les gens qui souhaitent ne pas avoir de voiture et qui vivent dans des villes, ben c'est une super solution. On paye un abonnement chaque mois, et puis voilà, par exemple le week-end prochain, j'ai envie d'aller à la montagne, tac, je prends la voiture et je vais aller à la montagne, quoi. Et le reste de la semaine, j'en ai pas, je l'utilise pas. Je mettrai le lien en description, du coup, parce que je ne connaissais pas et je pense que ça peut intéresser pas mal de personnes. Comment tu écris ça? Cities, c'est C-I-T-I-Z. C'est une des 9 licornes avec 2 O, puisque donc on fait partie d'un rassemblement de coopératives. Et du coup, les locations de vos appareils, donc vous proposez téléphone, enfin smartphone, Fairphone, ordinateur et j'ai vu audio, donc tout ce qui est casque, c'est ça, à peu près? Oui. Ce sont des locations. Quelles sont les durées en fait? C'est au mois, c'est à l'année, ça peut être sur plusieurs années. Alors en fait, donc pour les Fairphone par exemple, c'est un engagement minimum d'1 an, et ensuite au-delà de la première année de souscription, le contrat il se continue de manière tacite, hein, si jamais la personne elle n'envoie pas un mail pour dire je souhaite me désabonner. Un simple mail suffit, hein, mais il faut qu'elle nous prévienne. Donc 1 an d'engagement minimum, et ensuite sur le Fairphone, sur 5 ans, les prix en fait ils diminuent. C'est-à-dire que chaque année les prix ils diminuent pour avoir jusqu'à 60% de réduction en année 5, progressivement. L'idée de cette diminution-là, c'est d'inciter les gens à garder le même appareil et pas changer de modèle s'il y a un nouvel appareil qui sort. Parce que dans les modèles locatifs, souvent on met en avant le fait que vous pouvez avoir le dernier appareil, dernière génération, tout ça machin, mais c'est contre-productif d'un point de vue environnemental. Donc nous on essaye par une diminution progressive du tarif à inciter les clients à garder le même. Et si jamais ils passent sur un autre modèle après la première année, eh bien ils vont repartir au tarif des mensualités plein pot, pour ainsi dire, de la première année, de location modulo. Des fois, si ça fait déjà 3 ans que la personne elle a cet appareil-là, par exemple, on va faire une petite ristourne pour récompenser sa fidélité, mais ce sera rien de comparable au fait que si elle avait gardé en année 4, elle aurait eu presque 50% de réduction. Je voudrais juste revenir avant de passer à une dernière partie, très rapidement, parce que je pense que c'est très peu connu aussi, puis y compris moi, je ne maîtrise pas la chose. Tu as mentionné Linux, tu as mentionné les GAFA, etc. Est-ce que tu pourrais juste expliquer la différence en fait des systèmes d'exploitation et justement l'impact des GAFA et versus par exemple Linux, des logiciels donc libres? C'est quoi vraiment, enfin en quoi c'est quoi le problème d'utiliser par exemple les GAFA, donc Apple, etc. ou Google versus par exemple Linux? Le premier, c'est que quand on utilise Windows à la place de Linux, on donne de l'argent à des gens qui n'en ont pas besoin, puisqu'on enrichit les actionnaires de Microsoft, et à preuve du contraire, ils n'ont pas spécialement besoin de notre support actuellement. Donc ça, c'est le premier côté un peu anticapitaliste, hein. Ensuite, le fait d'utiliser Windows ou Android qui est sur le smartphone, par exemple, on va utiliser Android version Google. Et donc, au-delà du fait qu'on donne de l'argent à ces personnes, on enrichit aussi ces personnes par l'accaparement de nos données personnelles. Comme je l'ai expliqué, c'est des outils qui ponctionnent toutes nos données personnelles que ces entreprises vont ensuite exploiter à des fins publicitaires. Et donc, comme c'est des appareils qui sont faits pour aspirer toutes nos données, cette aspiration-là, ça a un coût énergétique qui est énorme pour l'appareil. Ça lui demande énormément de ressources. Et donc, si jamais on installe un système d'exploitation qui est dépourvu de cet aspirateur à données personnelles, il va
avoir moins besoin de consommer de l'énergie. Ce qui fait que des appareils qui sont plus vieux, si on leur installe Linux dessus ou si on leur installe un système d'exploitation alternatif sur le smartphone par exemple, ils vont retrouver une nouvelle jeunesse parce que ils consomment moins d'énergie. Nous, on a fait des tests sur notre Fairphone 2. On y a installé la version de Google, Android Google, et on y a installé une version Android open source de la fondation iOS/E/ ou Murena, ils ont changé de nom. Et donc, on a fait la comparaison de la montée en température de l'appareil lorsqu'on allume. Et il y a quasiment 7 ou 8 degrés d'écart de montée en température du processeur quand on lance le truc avec Google et quand on le lance avec le système d'exploitation alternatif. Donc ça a à la fois un avantage sur le point de vue données personnelles et puis lutte contre ces entreprises capitalistes. Et il y a un côté, un avantage aussi sur le volet environnemental, quoi, parce que ça permet de prolonger la durée de vie des produits. Notamment des batteries, on dit à chaque fois mon téléphone il dure de moins en moins de temps, il faut encore que je le recharge, etc. Parce que ça pompe énormément avec toutes les mises à jour qu'on nous impose de mettre en place aussi très très régulièrement. Et on peut installer ce type de logiciel libre sur n'importe quel appareil sans changer vraiment l'utilisation finalement finale de notre appareil. Alors ça va dépendre des appareils, tous ne le permettent pas. Par exemple, si jamais les personnes qui nous écoutent, elles s'y connaissent un peu, il y a le site on pourra le mettre en lien dans le descriptif là de Murena, qui permet avec des tutos d'installer soi-même le truc sur son smartphone. Il y a aussi un endroit sur le site où on peut savoir si les applications vont être compatibles. Il va avoir certaines limitations, des toutes petites. Mais grosso modo, 90% de ce qu'on y fait d'habitude, ça va fonctionner correctement. Et en fait, on peut choisir d'installer sur cet environnement des applications de GAFAM. C'est-à-dire que si on veut, on peut installer l'application Facebook dans un environnement Android anti-GAFAM. Le problème, c'est que si on commence à installer toutes les applis des GAFAM dans ce truc-là, on perd un peu l'intérêt initial. Mais en tout cas, ça va fonctionner, quoi. Par exemple, WhatsApp va fonctionner, etc. Moi, j'adore quand je fais ces podcasts parce que j'en apprends tellement. La dernière fois, je suis sortie de l'enregistrement avec Marion, j'ai changé d'opérateur. Là, c'est sûr que c'était facile. Avec Télécop, on peut changer directement. Il y a aucun frein au changement, si ce n'est peut-être se questionner sans besoin de consommation de données. Oui, avec en effet, c'est ça. Chez nous, c'est plus compliqué. C'est-à-dire que les gens qui nous écoutent, il faut pas qu'ils viennent chez nous immédiatement après nous avoir écoutés parce que probablement ils ont un appareil qui fonctionne. Non. Là, j'ai mon téléphone en main. Moi, il fonctionne très, très bien. Ça fait 4 ans que je l'ai. Il est hors de question que je prenne un Fairphone maintenant parce que ce serait c'est ridicule, quoi. C'est d'abord faire avec ce qu'on a sur ce genre d'appareil. Donc oui, et c'est pour ça que je le mentionne et tu fais bien de rebondir dessus. Si vous avez un téléphone, un ordinateur, un casque, je ne sais quoi, qui fonctionne, même si c'est pas des produits très responsables, gardez ces appareils et ensuite, par contre, réécoutez le podcast plusieurs fois et rappelez-vous le jour où il tombe en panne ou aller chercher un nouvel appareil. Oui, alors après, nous, on a mis un petit truc en place sur notre site web, c'est ce qu'on appelle un bon de consommation différé. C'est si jamais il y a des gens qui nous écoutent qui, vraiment, notre coopérative, ils sont certains qu'un jour ils vont venir à souscrire un service chez nous, ils peuvent aller sur notre site web et il y a des boutons, c'est-à-dire que sur le Fairphone, par exemple, il y a je souscris un abonnement et il y a un bouton en ai-je besoin. Et si on clique sur en ai-je besoin, on arrive sur un bon d'achat pour plus tard. Donc c'est un truc qu'on achète aujourd'hui à une valeur, par exemple, de, 50 €. C'est activable que 3 mois après l'achat, c'est pas nominatif, ça n'a pas de durée de péremption et ça donne un petit avantage financier pour plus tard. Donc ça va donner par exemple 55 € de pouvoir d'achat pour plus tard. Donc c'était pour les personnes qui justement avaient un appareil qui fonctionnait, qui voulaient soutenir notre coopérative et qui passaient sur le site web. Voilà, ça c'est ce qu'on a mis en place. Oh bah super. Oh bah voilà, peut-être que c'est ça que je vais faire juste après alors. Alors Adrien, je vais bientôt te libérer, mais j'ai quelques petites questions finales. Déjà une qui me trotte parce que avant qu'on lance l'enregistrement, tu me dis là, je sais pas si je suis la bonne personne, mais j'aime bien terminer sur un petit peu d'utopie réaliste, mais vraiment répondre de la manière la plus authentique possible par rapport à tes sentiments actuels.
Donc là, j'aime bien emmener les personnes, mes invités, dans 10 ans. On se projette un peu, on ferme les yeux. Et quand on réouvre les yeux, on est en 2033, parce que voilà, on est en 2023 maintenant, 2033. Et là, si tu réouvres les yeux, qu'est-ce que tu vois en 2033 ? De manière assez générale et peut-être sur le numérique, du coup. Alors, on a eu un quinquennat de Marine Le Pen en France. Partout en France, s'est développé des résistances. On est parti en résistance. Pour ça, en fait, on a dû tous et toutes apprendre à développer une hygiène numérique drastique pour ne plus être surveillé, puisque grâce aux 10 années de Macronie, on a eu en place des lois liberticides qui ont mis dans les mains de l'État des outils de surveillance des masses très pointus et de limitation des libertés individuelles, ce qui fait qu'en fait, en 2033, on est tous et toutes expertes en cybersécurité. On apprend à déjouer les caméras de vidéosurveillance qui ont développé malheureusement la reconnaissance faciale dans l'espace public. Il y a des actions de sabotage pour détruire les caméras de vidéosurveillance la nuit. Il y a des actions de sabotage pour détruire des infrastructures qui permettent à l'État de nous surveiller. Et puis, il y a énormément d'entraide partout sur le territoire pour héberger des populations qui sont traquées par l'État. Et c'est à peu près tout ce que je vois moi pour 2033, puisque après il y aura aussi bien sûr des fabuleux mouvements d'entraide, des zones qui seront un peu libres de surveillance, et voilà. Bon, au final, tu n'es plus si pessimiste qu'au début de l'épisode, hein, quand on t'est parlé en voix. Oui, c'est vrai que c'est un environnement un peu enthousiaste, quoi. C'est une forme d'aventure collective pour lutter contre l'État oppresseur. Donc ça va développer plein d'aventures individuelles et collectives personnelles. Et à titre personnel et individuel, tu n'as plus de smartphone, c'est ça ? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que voilà, on va revenir à des usages simples du numérique, puisqu'en fait, le smartphone étant un des outils qui permettent de nous traquer de manière... Parce qu'en fait, en 2033, il y a ce projet européen porté par les opérateurs pour mettre en place un système de surveillance généralisée qu'ils ont commencé à développer en 2023, qui permet vraiment d'identifier chaque personne par le réseau opérateur. Donc en fait, progressivement, les gens qui rentrent en résistance, ils ont plus de smartphones parce qu'ils sont beaucoup trop faciles à identifier. Et voilà, donc on va de fait rentrer dans une période de sobriété numérique forcée parce que on voudra plus être surveillé au quotidien. Merci beaucoup Adrien pour ce bel échange ensemble, pour toutes tes connaissances et aussi avec authenticité et voilà, sans forcément arrondir les angles, et ça fait du bien aussi. Il y a eu aussi beaucoup d'optimisme. Merci d'avoir présenté aussi le projet Common. Et donc j'imagine que pour y contribuer, il suffit d'aller sur le site Common et pouvoir soit s'approprier un nouvel appareil si on en a besoin, soit faire un achat, comme tu appelles ça, un achat différé, c'est ça ? Oui, une bonne consommation différée. Voilà, tout à fait. Et puis après, effectivement, élargir tous ces champs d'action avec l'opérateur adéquat, la banque adéquate. Et du coup, je mettrai plein de liens. Et même sur votre site, vous avez justement tous vos partenaires de coopératifs, dont Licorne, dont la Nef, dont Crédit Coopératif, dont Télécoop, etc., etc. Donc, il y a un tas d'informations pour pouvoir apporter un peu plus de responsabilité dans notre consommation du numérique. Pour terminer, last question. Adrien, est-ce que toi, tu as un dernier message à laisser passer, à laisser dans l'esprit de nos auditeurs aujourd'hui ? Écoutez, engagez-vous comme vous le voulez, comme vous pouvez, comme vous en avez envie, et essayez de vous épanouir parce que
les années qui viennent vont pas forcément être très fun, mais il y a quand même de l'espoir à avoir dans l'action collective. Merci Adrien et peut-être à bientôt. À bientôt. Toi aussi, tu aurais une pensée à partager ou peut-être tu es en désaccord avec ce que je viens de dire? Alors contacte-moi que l'on en discute autour du micro. Autant que notre discussion profite au plus grand nombre. Et on ne cesse jamais d'apprendre et d'évoluer. Tu aimes cette émission et tu penses qu'elle peut être utile à d'autres personnes, n'hésite pas à la partager au plus grand nombre, à tes amis, à ta famille ou encore à tes collègues. Ce podcast est réalisé avec tout mon cœur et doit son existence à toutes ces magnifiques personnes qui lui sont fidèles depuis ses débuts. Pour contribuer de façon ponctuelle ou mensuelle afin que ce podcast gratuit, indépendant et sans publicité continue à vous inspirer et à remuer des choses dans votre tête, vous pouvez réaliser un don sur mon compte Tipeee dont le lien sera en description. Et à présent, je laisse cette petite graine germer dans votre tête et je vous dis à bientôt pour semer une nouvelle graine.